À partir de cette courbe de résonance, nous allons déterminer ce qu'on appelle la bande passante. Pour cette courbe de résonance, nous savons que I0, c'est l'intensité efficace dans le circuit à la résonance. Prenons cette valeur de I0, divisons-la par la racine de 2. Lorsque nous prenons ça, nous divisons par la racine de 2, on trouve I de valeur inférieure. La racine de 2, après 1,41, déjà supérieure à 1. Donc la valeur qu'on trouve, elle est un peu plus petite que I0. Donc considérons que nous trouvons une valeur I0 sur racine de 2. Nous avons I0 sur racine de 2. Et là, à la résonance, I égale à I0. Donc, lorsque I égale à I0 sur racine de 2, déterminons les valeurs de la pulsation qui permettent d'obtenir cette intensité efficace. Nous allons faire la projection sur la courbe. On projette. Nous constatons que ça coupe la courbe en 2 points. Voici le premier et le deuxième point. Et quelles sont les pulsations correspondantes? Nous allons faire encore la projection sur l'axe de la fréquence ou de la pulsation. Et ici aussi, les deux. Et ici, nous allons les noter par oméga 1 et oméga 2. Ou bien F1 et F2. Et ce domaine-là, que je vais colorer, est appelé la bande passante. Voici la bande passante. Et nous pouvons définir la bande passante comme étant le domaine de pulsation pour lequel le gaz est supérieur à I0 sur racine de 2. Comment? Prenons un exemple ici de pulsation comprise entre oméga 1 et oméga 2. Quand je prends par exemple ici, pour ce point-là, je fais la projection. Je trouve l'intensité efficace correspondante. Elle est supérieure à I0 sur racine de 2. Et si je prends encore par là, je vais retrouver une valeur encore de I qui est supérieure à I0 sur racine de 2. Donc, la bande passante, c'est l'ensemble ou le domaine de pulsation pour lequel l'intensité efficace est supérieure ou égale à I0 sur la racine de 2. C'est ce qu'on appelle la bande passante. Cette bande-là est appelée la bande passante. La largeur de la bande de cette bande, la largeur de la bande passante. Voici la bande passante et la largeur de cette bande. Elle est là. Voici, je la note par delta de oméga. À dire que cette largeur-là, elle est comprise entre deux valeurs extrêmes, oméga 1 et oméga 2. Donc la différence ici de ces deux valeurs ici représente la largeur de la bande passante que je note est égal à oméga 2 moins oméga 1. Et ça, c'est en radian par seconde. Ou maintenant, si nous voulons exprimer la largeur de la bande passante en fonction de la fréquence, on retrouve delta F est égal à F2 moins F1. Ah, ça, c'est en Hertz. Lorsque c'est la du circuit
et l'inductance de la bobine, on trouve que delta de oméga est égal à R sur L. Et ça, c'est toujours en radian par seconde. Ça, c'est d'après les expériences. Les expériences nous permettent de montrer ça. Donc, on retient que la largeur de la bande passante, si nous prenons delta de oméga, est égale à oméga 2 moins oméga 1 est égal à R sur L en radian par seconde. Ensuite, toujours pour les caractéristiques de cette courbe de résonance, nous allons voir, autrement appelé le coefficient de surtension du circuit, en petit e. Facteur de qualité ou coefficient de surtension. C'est le rapport de la pulsation à la résonance sur la largeur de la bande passante. Mais on peut encore écrire, on peut considérer la fréquence à la résonance sur la largeur de la bande passante exprimée en fonction de la fréquence. Et là, le facteur de qualité n'aura pas d'unité parce que delta de oméga et oméga 0 ont la même unité, la même chose que delta de F et F0. Donc c'est sans unité. Sans unité. Mais si nous aussi delta de oméga par R sur L, on trouve aussi d'autres expressions du facteur de qualité. On a oméga 0 sur R sur L égale. Le L remonte, on aura L oméga 0 sur R. Et nous savons qu'à la résonance, L oméga 0 égale à 1 sur C oméga. Donc, j'écris ça. Le R là, je le maintiens. Mais L oméga 0, c'est 1 sur C oméga 0. Donc, là, voici son expression. Parce qu'à la résonance, L oméga égale à 1 sur C oméga 0. Et cela nous permet d'utiliser encore cette relation Q est égal à L oméga 0 sur R et elle est aussi égale à 1 sur R C oméga 0. Mais pourquoi on l'appelle surtension? Nous allons voir dans ce qui suit qu'à la résonance, le facteur de qualité, ici, plus il est grand, plus le circuit 1 est sélectif, et deuxièmement, plus il est grand, plus il y a surtension aux bornes de la bobine et du condensateur. Et c'est surtout ce coefficient de surtension qui est à la base de l'augmentation, d'une grande augmentation de la tension aux bornes de la bobine et du condensateur. Et cela est capable de fois de détériorer la bobine et le condensateur lorsqu'il y a surtension et lorsqu'il y a résonance d'intensité. C'est pourquoi on l'appelle le coefficient de surtension. Et nous allons montrer tout à l'heure que lorsque nous sommes à la résonance, la tension efficace aux bornes de la bobine est égale à la tension efficace aux bornes. Lorsque nous sommes à la résonance
Et ici, nous allons montrer que la tension efficace au bord de la bobine est égale à la tension efficace au bord du condensateur est égale au facteur de qualité. Autrement dit, au facteur de surtension, le produit du facteur de qualité par la tension efficace imposée par le générateur. Cette relation, nous allons ici la démontrer. Et dans ce cas, on va partir de U de L. Quelle est la tension efficace au bord de la bobine à la résonance? U de L, bobine fois I. Et Z de L, nous savons que Z de L, c'est L fois oméga. Mais oméga égale à oméga 0, car nous sommes à la résonance, fois le I, je le maintiens. Et à quoi est égal à I? Oh, à la résonance, I égale à I0 est égal à U sur R. La tension imposée par le générateur. On remplace ici. On aura U de L est égal à L oméga 0 fois U sur R. Donc je peux écrire sur R fois U sur R. Et regarde 0 sur R là, c'est ça le facteur de qualité. Parce que nous avons déjà montré que le facteur de qualité, c'est L oméga 0 sur R. Donc, c'est qui est égal au facteur de qualité à la tension efficace imposée par le générateur. Ça, c'est l'expression du facteur de qualité. Et si nous prenons encore la tension efficace au bornes du condensateur, c'est l'impédance Z de C fois I. Et Z de C, c'est 1 sur C oméga. Oméga égale à oméga 0 fois I. I là, c'est U sur R. Donc U sur R. Donc U, la tension efficace au bornes du condensateur, c'est 1 sur, je peux multiplier R C oméga 0 fois U. Et là, 1 sur R C oméga 0, c'est encore l'une des expressions du facteur de qualité que nous avons vu. 1 sur R C oméga 0, c'est ce qui est là. L oméga 0 sur R, c'est ce qui était ici. Et on a la tension efficace au bord du condensateur, c'est le facteur de qualité fois U. Donc, de ces deux relations, on retient que U de L est égal à U de facteur de qualité fois U. Donc, on retenait qu'à la résonance électrique, la tension efficace au bornes de la bobine est égale à la tension efficace au bornes du condensateur est égale au produit du coefficient de surtension par la tension efficace imposée par le générateur aux bornes du circuit RLC. Et c'est ce qui amène l'autre aussi à définir le coefficient de surtension comme étant le quotient, dans ce cas, c'est aussi le quotient ou le rapport de la tension efficace aux bornes de la bobine sur la tension imposée aux bornes du circuit par le générateur, ou bien U de C sur U. Ça revient à la même chose. Et une nouvelle phase qui concerne ici la puissance en régime sinusoïdal forcé. Donc, grand 3. Considérons un courant alternatif sinusoïdal dont l'intensité I s'écrit sous la forme IM cosinus oméga T et la tension aussi sous cette forme UM cosinus oméga T plus phi. Donc ici, phi représente le déphasage, c'est-à-dire la phase de la tension par rapport à l'intensité. Et voici, I et U sont des valeurs instantanées. Donc, par définition, la puissance instantanée, je peux écrire comme ça, P, petit p de t, c'est le produit
de la tension instantanée et de l'intensité instantanée. Et ici, c'est le produit des valeurs instantanées de la tension et de l'intensité que nous prenons uniquement. Et en remplaçant U et I par leurs expressions, on retrouve U. Voici U, UM. Donc les valeurs maximales, je les multiplie d'abord entre elles. J'aurai UM fois IM. Maintenant, le cosinus de oméga t plus phi fois le cosinus de oméga t. Voici l'expression de la puissance instantanée. Mais si nous voulons des valeurs efficaces de la tension et de l'intensité, on remplace U maximal égale à U efficace fois la racine de 2 et I maximal égale à I efficace fois la racine de 2. En faisant leur produit, racine de 2 fois racine de 2 nous donne 2. Donc la puissance instantanée est aussi égale à racine de 2 fois racine de 2, ça me donne 2. Maintenant, U efficace fois I efficace fois le cosinus de oméga t plus phi fois le cosinus de oméga t. Donc, on peut encore exprimer en fonction des valeurs efficaces. Et retenez que la puissance instantanée a pour unité le watts. La puissance instantanée, elle dépend du temps. Quant à la puissance apparente pour un circuit, pour un dipôle alimenté par un courant alternatif, la puissance apparente, je peux écrire comme ça, PA en indice, et puissance apparente, c'est le produit de la tension efficace délivrée par le générateur et de l'intensité efficace du courant qui passe dans le circuit. Et là, retenez que ce sont les valeurs efficaces qu'on utilise. La tension est en volts, l'intensité en ampères. Pour montrer qu'il s'agit d'une puissance apparente, on peut uniquement voir l'unité si elle est exprimée en volts ampères. On peut avoir aussi d'autres multiples tels que le kilovolt ampère, le kVA. 1 kilovolt ampère est égal à 10 puissance 3 volts ampère, c'est-à-dire 1000 volts ampère. C'est pourquoi, quand on vous dit que tel moteur a une puissance de 2 kVA, il s'agit de la puissance apparente. Au 3 kVA, il s'agit d'une puissance apparente de 3 kVA. Et la puissance moyenne, ici par définition, c'est le produit de la tension efficace, de l'intensité efficace et de cosinus de phi. Et là, la puissance moyenne est en watts. On peut démontrer également aussi cette relation en partant de l'énergie, ici de l'énergie emmagasinée ou de l'énergie moyenne dans le circuit. Et là, en partant de la notion énergétique, on peut démontrer ou bien montrer l'expression de cette puissance moyenne. Mais retenez que c'est le produit de la tension efficace, l'intensité efficace et le cosinus de phi. Mais le cosinus de phi est égal à R sur Z, on l'avait déjà montré, est appelé facteur de puissance du circuit. C'est le facteur de puissance du circuit. Ce qui peut nous assurer de la puissance moyenne en remplaçant cos de phi par R sur Z. On obtient ceci égale U efficace fois I efficace. Cos de phi, c'est R sur Z. Or, Z égale à U efficace sur I efficace. En remplaçant Z par U sur I, on obtient ceci, la puissance moyenne égale U efficace fois I efficace
fois R sur Z. Sur Z, donc l'inverse de Z, c'est I sur I. Donc je mets U et I remonte au numérateur. Je simplifie U et U. Cela me permet d'écrire ceci. La puissance moyenne égale R, I fois I, ça fait I au carré. Voici aussi l'autre expression de la puissance moyenne, son unité étant le watt. Et à partir de cette relation, nous en déduisons que pour un circuit RLC série, la puissance moyenne n'est uniquement résistive, mais elle est dégagée à l'extérieur par effet Joule. Donc, un circuit dans lequel la résistance totale est nulle, donc la puissance moyenne ici consommée est aussi nulle, parce que là, elle n'est consommée que dans la partie résistive et dégagée à l'extérieur par effet Joule. Donc, je vous remercie.